Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une personnalité qui a profondément marqué et continue aussi de transformer le monde de la communication en France. Il s'agit de Frédéric Fougerat. C'est 40 ans d'engagement au service d'une communication exigeante, utile, incarnée. À la fois dirigeant, conseiller, auteur, président de Tenkan Paris, membre de comité de mission, mais surtout une voix rare, celle d'un homme qui défend une communication qui ne triche pas, qui ne maquille pas et qui ne se contente pas d'effets d'affichage. Dans un monde où les organisations parlent beaucoup, parfois même un peu trop, Frédéric nous rappelle que communiquer, c'est d'abord un acte de responsabilité, un acte qui demande du courage, de la lucidité et une vraie connaissance de soi. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on explore ensemble un thème essentiel: comment la communication authentique transforme réellement le travail, les collectifs et les dirigeants eux-mêmes. Pourquoi est-ce si difficile de dire les choses vraies? Qu'est-ce que cela change dans la culture interne? Quelles compétences humaines sont désormais indispensables aux leaders et aux DIRCOM? Et surtout, comment revenir à une communication qui libère, qui inspire et qui fait grandir? Frédéric, je suis ravi de t'accueillir dans cette émission. Merci, Johan. Bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Écoute, alors, je sais que tu es très présent en tant que bon communicant, que beaucoup de gens te connaissent, mais au cas où, s'il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas, et puis des fois aussi, ça permet d'apporter un autre angle de vue. Est-ce que tu pourrais te présenter et rappeler un petit peu ton parcours et le sens que tu donnes justement à ce parcours par rapport à qui tu es aujourd'hui? D'accord, alors je suis comme tu l'as dit, tu m'as déjà très très bien présenté, je trouve, un communicant qui exerce ce métier depuis maintenant 40 ans. J'ai commencé comme directeur de la communication, ça peut paraître surprenant, mais c'était à l'époque des radios libres. C'était un secteur d'activité naissant qui était gigantesque puisque c'était des milliers de radios qui se créaient du jour au lendemain. Et donc avec plein de fonctions, des gens qui se croyaient pionniers, qui d'une certaine façon l'étaient, mais enfin ils révolutionnaient pas non plus le monde, mais en fait ils participaient à créer un nouveau secteur d'activité au sein des médias. Et pour ma part, j'avais l'esprit assez disponible pour m'engager dans cette direction, parce que j'avais entamé des études de droit, et c'est certainement mon côté Robin des Bois qui m'avait amené à vouloir faire des études de droit pour défendre les plus modestes, les sans ressources, ceux qui n'ont pas les codes pour se défendre, pour défendre les petits face aux gros. Ça me correspondait très bien. Ce qui ne me correspondait pas du tout, en revanche, c'était le système de l'université. Apprendre en étant passif, en tout cas c'était ma perception des études universitaires. Ça ne me convenait pas. J'aurais eu plus besoin d'apprendre en faisant. J'étais certainement le bon client pour l'apprentissage. Mais il y a 40 ans, la voie de l'apprentissage s'était assimilée à la voie de l'échec. Il fallait absolument faire des études supérieures si on en avait a priori les capacités. Et résultat, j'ai rien fait du tout, tout court comme étude. Et cette opportunité de création des radios libres a été une opportunité d'aller apprendre en faisant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé directeur de la communication d'une petite radio libre. Et puis en même temps, producteur et animateur d'émissions. Alors pas au sens où on en entend aujourd'hui parler des gens qui gagnent des millions d'euros et qui produisent des émissions qui sont un business dingue. Tout ça a été très modeste. J'ai pas été payé pendant 2 ans, mais par contre j'ai appris. J'ai beaucoup appris.
ça m'a certainement convaincu que produire des contenus, que l'expression mettait un sujet qui m'était cher. Et c'est ce qui a un peu été le déclencheur ensuite de toute une vie professionnelle qui t'amène 40 ans plus tard à regarder derrière sans avoir cherché à construire quelque chose, sans avoir eu de stratégie professionnelle. Mais voilà, les choses se sont enchaînées et on se retrouve aujourd'hui à se parler, à échanger. Est-ce que ce parcours d'autodidacte, justement, ça a été une force ou une faiblesse, justement, dans ton évolution professionnelle, en plus pour aider aussi des dirigeants? Donc, est-ce que c'est un frein ou au contraire une force pour toi? Alors, je pense que ça doit dépendre des gens et des situations. À titre personnel, ça a certainement été un frein parce que dans ce genre de situation, il est assez légitime de souffrir du syndrome de l'imposteur. Donc, quand on est nommé à une fonction, quand on te confie des responsabilités, tu as toujours quelque part le sentiment que tu tromperais la personne qui te fait confiance, alors que la personne qui te fait confiance, elle le fait en toute connaissance de cause. Peut-être aussi que c'est une force parce que justement, tu n'es pas formaté par des écoles, par des philosophies, par des pédagogies académiques et qui font que tu es peut-être beaucoup plus libre dans ta façon de travailler et dans un métier où la partie créative est importante comme dans la communication, bah, être libre, c'est aussi, c'est certainement un plus. Mais je pense qu'il y a pas de règles et que la situation doit être différente des personnes, des contextes, des époques, des âges, des parcours de l'histoire personnelle de chacun. Mm, complètement. Alors, en préparant l'émission, je me suis rendu compte et je pense que tu es reconnu aussi pour ça, pour ton authenticité dans la communication. Alors, dans un monde de plus en plus, si on parle des RH, parce que notre podcast est quand même aussi très orienté RH, même si plusieurs fonctions se croisent, hein, la communication, le RH, la finance, etc. Mais dans un monde RH où tout le monde parle d'authenticité, qu'est-ce qui, selon toi, en fait, empêche encore les organisations de communiquer avec sincérité, alors que ça soit en interne ou en externe, hein, parce que on constate aussi ça. C'est quoi c'est quoi qui empêche tout ça, en fait? Ah bah, alors, comme tu le dis, c'est déjà qu'est-ce qui empêche les organisations de communiquer tout court, peut-être. Oui. La question, on peut carrément la limiter à ça. Euh, Mhm. alors, en partie, peut-être le manque de professionnalisme et donc de vision, et certainement qui se traduit par la peur de l'inconnu et du risque, la peur de s'engager. Quand je Mhm. dis la peur du risque, c'est certainement l'incapacité d'anticiper, de gérer. On est dans un monde où tout le monde se croit communicant, mais intérieurement, les gens savent très bien qu'ils ne sont pas compétents. Alors, ça crée une certaine peur et on préfère parfois faire l'autruche et attendre, ce qui paraît apparemment moins risqué, ce qui évidemment est très faux, selon la maxime vivons cachés, vivons heureux. Mais à l'ère de l'immédiateté et de la crise, voilà, c'est impossible. Communiquer, c'est s'engager toute la journée. Parfois, on dit que je suis un communicant engagé, mais engagé, c'est le propre, c'est pour commencer, c'est le propre du communicant. Alors oui, perso, je suis engagé à promouvoir les métiers de la communication, à valoriser le professionnalisme des communicants. Et d'ailleurs, il faut des voix, et je note qu'il y a de plus en plus de voix pour défendre notre métier. Il y a de plus en plus de communicants qui osent. Donc, ça, c'est super. Mais être engagé, c'est aussi euh, parce que notre métier exige de décider tout le temps, exige de décider toute la journée. Il faut décider, il faut parfois décider très vite. Parfois, ça relève de ton autorité, parfois, ça relève pas de ton autorité, mais face à des circonstances, face à une situation, face à de l'humain, face à une crise, parfois, il faut décider. Et décider, c'est s'engager. Euh, et s'engager, c'est aussi, parce que c'est un métier où il faut donner beaucoup de sa personne. C'est pas juste un échange théorique ou administratif. Les métiers de la communication, c'est des métiers qui sont très engagements, personnellement, humainement, psychologiquement, physiquement. Donc, là, c'est vraiment des métiers d'engagement. Et c'est aussi un métier où il faut savoir faire preuve d'une certaine autorité professionnelle, autorité d'ailleurs qui te confère une certaine influence, tu l'as évoqué, et qui te permet aussi de t'engager pour défendre des causes en mettant justement ta notoriété, le fait que tu sois exposé publiquement pour défendre des causes. Il y a plein de façons d'être engagé. Enfin, la notion d'engagement, elle est vraiment multiple dans les métiers de la communication. Et communiquer,
c'est s'engager toute la journée. Alors justement, tu parlais d'engagement et quel est ton engagement à toi autour des métiers de la communication? Qu'est-ce que tu veux porter comme message justement qui, Moi, je porte pour un les... message qui se résume en un hashtag et qui est «La com est un métier». Je J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, partagé, j'ai écrit, quelques livres, Ouais. sous différents angles, mais toujours avec la même intention, celle de rappeler que, en communication, comme dans n'importe quel métier d'ailleurs, heu, les compétences, elles ne tombent pas du ciel. Avoir un avis, ce n'est pas avoir une compétence. Et Mm. donc notre profession, heu, notre écosystème de métiers, parce que quand je dis la com est un métier, on va pouvoir me dire: «Il y a beaucoup de métiers dans la communication». Ça résume la situation. Cet écosystème de métiers, il n'est fait que de compétences et d'expertises différentes. Aucune n'est innée. Alors il y a des qualités qui sont nécessaires pour être communicant certainement, mais après les compétences et l'expérience et au final l'expertise, ça c'est du travail et ce sont des métiers qu'il faut respecter et qu'il faut considérer comme tels, quoi. Alors, tu sais, c'est intéressant parce que dans mon passé, j'ai beaucoup travaillé sur le volet RH, même encore. Et en fait, c'est intéressant parce que de plus en plus, moi, ce que je constate, c'est que les retours du terrain, c'est que on a du mal à savoir bien se parler entre individus. Bien se parler, c'est-à-dire bien écouter et aussi bien spécifier un message. Et aussi, il y a entre l'émettre le message et l'interpréter au prisme aussi de nos biais cognitifs aussi, parce que il y a plein de subtilités de l'humain et la com vient mettre une lumière là-dessus. Comment on fait aujourd'hui, et quel est ton regard justement pour améliorer cette communication interpersonnelle qui a jamais été autant au devant de la scène en ce moment? Alors, c'est marrant parce que dans ta question, tu as dit: «On les gens ont de plus en plus de mal à se parler» et puis ensuite tu as complété en disant: «À s'écouter». Je C'est pense que vrai. la difficulté n'est pas de se parler, la difficulté, c'est de s'écouter. L'écoute active dans la société de façon générale et au travail, en particulier, est de moins en moins, présente. Les gens viennent pour dire ce qu'ils ont à dire, puis ils repartent. Je C'est symbolique, même dans une réunion, on fait un tour de table, chacun vient dire ce qu'il a à dire et puis il se tait, puis à l'autre de venir, dire ce qu'il a à dire. Et ça, c'est pas du travail d'équipe, ça c'est comme des freelances autonomes où chacun vient faire sa partie du job. Donc le véritable enjeu, ce sur quoi il faut le plus travailler aujourd'hui, notamment quand on est un manager et qu'on anime une équipe, c'est l'implication de l'équipe dans l'échange. Et donc, ça commence par l'écoute active. Je ne viens pas pour dire ce que j'ai à dire, je viens pour partager mes connaissances, mon expérience et réagir à l'expérience et aux connaissances de celui ou celle qui a parlé avant moi. Et là, il peut y avoir un échange. Si chacun vient juste délivrer son message et se barre après, bah, il n'y a plus d'échange, il y a plus que des individus isolés dans leur tour d'ivoire où chacun pense faire le minimum qu'il a à faire, mais ne se voit pas, il ne se comprend pas, il ne se connaît pas au sein d'une équipe. Donc c'est vraiment le travail d'écoute et d'écoute active qui est important. C'est vrai au quotidien, c'est vrai quand on a un échange avec une administration où vous venez évoquer votre problème et puis en face, on vous explique quelle est la règle, donc aucun rapport avec votre problème, éventuellement. C'est vrai dans un dîner entre amis où chacun vient dire moi, sans avoir porté attention à ce que l'autre a dit précédemment. Donc, ce problème d'écoute active, c'est vraiment un problème de société et d'époque, et c'est assez essentiel pour construire une équipe puissante et pour être performant dans l'entreprise au sein d'une équipe. Encore faut-il qu'il y ait une écoute active. Et, et la dimension de justement de la perception, parce que finalement, face à une même situation, on a tous des prismes différents. Et comment, pour toi, joue le rôle de la perception et notamment des biais qu'on peut avoir, les biais cognitifs, chaque être humain, dans ce processus de communication, justement, et comment on le gère en fait, ça? La question de la perception, elle est intéressante parce que souvent, quand on aborde la communication, et là je parle de la communication de façon générale, elle va s'appliquer à la communication managériale, à tout type de communication. Le bon communicant, déjà, parce que le Oui. tocard ne va même pas se préoccuper de ça, mais le bon communicant part d'une intention pour communiquer. Et une intention qui va lui permettre de construire un message, de maîtriser son discours avec le message qu'il construit. Mais l'impact de la communication ne va pas être garanti juste en se préoccupant de l'intention et du message qu'on maîtrise, qu'on contrôle, parce que ce qu'on ne contrôle pas, c'est la perception. Comment mon message va-t-il être reçu
dans quelles circonstances, dans quelle émotion sera ma cible au moment où elle va recevoir mon message. Donc la perception, c'est un point essentiel et c'est un point qui doit se travailler. Alors ça s'anticipe en partie, mais ça ne se contrôle pas. Et donc il faut aussi savoir s'adapter, il faut aussi savoir réagir. Et ça, encore une fois, ça passe par l'écoute. Si je n'ai pas d'empathie, je pense que l'empathie, c'est un mot, c'est une compétence clé et du communicant et du manager, donc assurément du communicant-manager. Si je ne m'intéresse pas à l'autre, si je ne l'observe pas, si je ne l'écoute pas, si je ne cherche pas à comprendre son fonctionnement, ce qui le touche, ce qui ne le touche pas, bah, je ne vais pas pouvoir créer de la relation avec lui, puisque finalement, je ne sais pas avec qui j'échange, à supposer même que j'échange. Alors Frédéric, j'aimerais bien te poser une autre question. Dans les organisations, la communication ne joue pas seulement dans les mots, elle se joue aussi dans les perceptions, les attentes et les peurs. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses et notamment pourquoi les dirigeants sous-estiment-ils encore le poids des perceptions dans cette dimension de la communication? Alors, effectivement, on vient d'évoquer la différence entre l'intention et la perception. Et quand tu parles des mots, Mhm. là aussi, c'est intéressant parce que plus que les mots, effectivement, c'est l'intention qui compte. C'est parfois même le ton, l'attitude, le regard dans un échange. Si par exemple, je te dis avec légèreté et sourire, arrêtez vos conneries là, maintenant faut bosser. Ou si je te le dis avec un ton beaucoup plus brutal, directif, avec un regard très noir, arrêtez vos conneries là, maintenant faut bosser. Bah, c'est exactement les mêmes mots, hein. Mais Oui, en revanche, et là on ne se voit pas, on s'entend seulement, on comprend bien que l'intention n'est pas du tout la même. Donc les mots ont un sens, les mots ont une importance, mais les mots à eux seuls ne suffisent pas à la perception d'un message. Il y a aussi tout ce qui va avec, l'attitude, le non-verbal et évidemment le ton. complètement. Et peut-être que je pourrais aussi rajouter Vas-y, vas-y. deux choses complémentaires sur la communication interne, parce que enfin, ça va un peu dans le même esprit. Mhm. On oublie, j'allais dire souvent, en tout cas parfois, et c'est important, euh, comme tout le reste d'ailleurs de la communication, et j'aime pas trop utiliser le terme communication externe, parce qu'aujourd'hui toutes les communications sont poreuses et les deux termes sont un peu dépassés, mais ça permet quand même de comprendre de quoi on parle. Ce qui se sait en interne et inversement. Donc la com interne, elle est très très importante. On l'a un peu évoqué, mais euh, un collaborateur, ça peut pas apprendre par la presse une information essentielle sur son entreprise ou sur son organisation ou sur ses dirigeants. Donc la communication interne, c'est vraiment une communication sur laquelle il faut investir et sur laquelle il faut être très sérieux, sur laquelle il faut avoir des ambitions et mettre les moyens de ces ambitions. Et je note, ça c'est mon expérience, j'ai peur que mon expérience se traduise relativement ce qui se passe dans le reste des organisations, c'est que souvent la communication interne, c'est un peu le parent pauvre de la communication, on n'y met pas forcément beaucoup de ressources, on n'y met pas les personnes les plus compétentes, voire on y recase des gens qu'on trouve plutôt incompétents dans tous les services, dont on n'a pas envie de se séparer, donc on se dit, ah bah tiens, on va les mettre à la communication interne, parce que n'importe qui pourrait faire de la communication interne. Bah, désolé, non, n'importe qui peut pas faire de la communication interne. Là, encore une fois, les compétences ne tombent pas du ciel. Et si on fait ça, ben, on a la communication interne médiocre qu'on mérite. Et c'est quand même très, très mauvais pour le fonctionnement d'une organisation, d'une entreprise, de ne pas avoir une communication interne de qualité. Et je rajoute pour finir, ne jamais oublier non plus que le collaborateur ou la collaboratrice, ça peut autant être un prescripteur qu'un détracteur de l'entreprise. Donc mal le traiter, mal l'informer, mal le considérer, ben, c'est aussi avoir un agent qui, au lieu de promouvoir l'entreprise, va éventuellement la critiquer, notamment à l'extérieur. Quand on voit toutes les entreprises, toutes les organisations qui ont besoin de beaucoup travailler leur image employeur parce qu'elles ont des difficultés à recruter, bah, mieux vaut avoir des collaborateurs qui disent du bien de votre entreprise plutôt que des collaborateurs neutres ou qui vont en dire du mal. Tout ça, c'est aussi en partie, pas seulement, le travail de la communication interne. La communication managériale joue un rôle évidemment important, hein, ça va être quelque Mhm. part la réalité employeur. Donc la communication ne peut pas aller à l'encontre de la réalité employeur. Si le management est toxique, si l'organisation est épouvantable, la communication ne va pas les maquiller tout ça. C'est pas son rôle et de toute façon, elle ne saurait pas le faire durablement.
mais la communication interne, elle va quand même accompagner tout ça. Donc, il ne faut pas négliger la communication interne. Alors, on voit, c'est un vrai métier. Et notamment, la question qu'on pourrait se poser, c'est que pour des leaders qui doivent communiquer, quelles sont selon toi en fait des compétences entre guillemets hein, psychologiques pourrait-il avoir ou devrait-il développer pour mieux gérer justement ce volet émotionnel, détecter les signaux faibles et prendre en compte cette notion de perception aussi. Bah, je pense que les qualités de manager, d'ailleurs qu'ils soient communicants ou pas, sont les mêmes. D'ailleurs, Mhm, effectivement, il a besoin d'avoir une capacité à communiquer avec les autres, à avoir de la relation avec les autres. Euh, on lui demande pas d'être un communicant professionnel, mais ça fait partie de son métier de savoir communiquer avec les autres et avec ses équipes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avant tout être empathique. L'empathie, c'est certainement une des premières qualités du communicant et lapsus, j'allais dire du dirigeant, mais aussi du communicant. Et être mhm, empathique, ça veut dire être observateur, ça veut dire être à l'écoute de ses équipes. Euh, j'ai même envie de dire être aimer les autres, aimer ses équipes. Mon premier livre sur le management, c'était Le goût des autres. Ça allait vraiment mhm. dans ce sens-là, expliquer qu'on ne peut pas être un bon manager si on n'a pas le goût des autres et si on préfère être isolé, si on préfère travailler dans son coin, si on n'aime pas entendre, coordonner, animer, ben, mieux vaut faire avoir une autre fonction que celle de management. Alors, et tout le monde n'est pas fait pour être manager. Et je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus. On a le droit de ne pas aimer être manager. On a le droit de ne pas savoir l'être. Ça ne devrait pas être, ça ne doit pas, ça ne devrait pas être un passage obligé. D'ailleurs, il faudrait arriver à sortir de ce principe qu'il n'y a pas de carrière possible, il n'y a pas d'évolution possible sans passer par la case management. Non, un excellent expert peut s'avérer un très mauvais manager. Donc pourquoi le contraindre, pourquoi l'obliger à abandonner son expertise là où il brille pour le ruiner à faire du management là où il va s'abîmer oui, et éventuellement abîmer les autres. Donc il faut aussi sortir de ce principe absolu où il faudrait passer par le management pour avoir réussi sa carrière ou pour progresser ou pour évoluer. Et c'est vrai que dans les parcours justement RH et même dans le parcours d'ascension professionnelle et sociale, cette dimension d'expertise, elle est peut-être pas suffisamment encore valorisée au même titre qu'un parcours de manager de haut niveau. C'est C'est possible, ça doit dépendre aussi des organisations, des bien sûr. contextes, mais effectivement, c'est possible, ça arrive. Et moi, j'ai vu des gens, des professionnels extrêmement experts en technicité dans des domaines se ruiner la santé mentale en étant mis dans des positions de management qu'ils ne souhaitaient pas, qu'ils ne voulaient pas, et au motif qu'ils étaient les plus anciens, les plus experts, les meilleurs connaisseurs de la maison ou de l'activité, mais leur fonction, elle était en fait ailleurs, elle n'était pas de piloter des équipes. Alors avec maintenant plus de 40 ans de recul, donc quelles erreurs tu vois le plus chez les dirigeants en matière de communication humaine, justement? Est-ce que c'est de trop de contrôle, manque d'écoute? Qu'est-ce que tu as pu constater, toi? C'est difficile de généraliser parce que, encore une fois, ça dépend de tellement de choses. Mais comme je viens de le dire, peut-être que une des principales erreurs, c'est de nommer des managers qui n'en ont pas les compétences. Ça, c'est Mhm. l'erreur des dirigeants et des RH. Chez les managers, euh, les principales erreurs ou faiblesses, c'est peut-être le micromanagement, les gens qui sont incapables de déléguer et de donner de la force à une équipe. Mhm. Généralement, ces micro-managers, c'est des personnes qui préfèrent recruter des exécutants plutôt que des personnes qui sont plus compétentes que lui, chacune dans son domaine, et qui va permettre de faire hyper performer son équipe. Mais ces gens, souvent, manquent de confiance. Alors, ils préfèrent tout contrôler. Et ça, c'est pas le rôle d'un manager de tout contrôler. C'est aussi certainement des personnes qui manquent d'autorité professionnelle. Donc, ça, on en revient à la question de la confiance. Il y a aussi il y a aussi dans les erreurs le fait d'avoir et de laisser, de nommer et de laisser en place, ça c'est ce qui a certainement de plus catastrophique, Mhm. des personnes qui sont toxiques, des managers qui sont manipulateurs, qui vous étouffent par leur nocivité. Et souvent, ben, ces personnes-là, on les laisse en place tant que les résultats sont là, tant que ça n'affecte pas le business. On préfère fermer les yeux plutôt que de prendre la responsabilité de gérer la situation quand il est temps de la gérer. Puis après, ben, ça crée des dégâts collatéraux. Ça, c'est des grosses erreurs de management et de l'entreprise et des managers personnes individuelles.
Alors, j'aimerais maintenant pouvoir échanger sur un point que je constate de plus en plus et qui devient un enjeu stratégique dans les entreprises, et non, sur la partie RH, c'est la sécurité psychologique. Et notamment, alors moi je l'ai connu aussi et j'en ai beaucoup qui connaissent ça, quand on pense hors de la boîte, qu'on rentre pas justement dans un format de pensée, comment on peut arriver à créer des environnements où des collaborateurs un peu atypiques dans leur schéma de pensée, hein, ou qui sont dans une remise en question profonde, comment on peut créer des environnements favorables où ils peuvent s'exprimer en toute authenticité, pouvoir dire les choses, ce qu'ils perçoivent, sans risquer pour leur image ou leur carrière. Parce que c'est ce qu'on constate aussi dans les entreprises. Comment on crée un environnement favorable à la liberté de parole? Alors, je vais te répondre. Avant de te répondre, je vais introduire une autre notion Oui, pour laquelle j'ai déjà écrit d'ailleurs, j'ai déjà écrit sur ce sujet. J'ai écrit une tribune qui, de mémoire, le titre était Ne recrutez pas des talents si c'est pour gérer des compétences. Parce que les entreprises ces dernières années ont beaucoup eu à la bouche le mot talent comme si c'était la solution à tous leurs problèmes ou comme si comme si les talents allaient faire des miracles. Et talent est en réalité devenu synonyme de collaborateur, donc rien à voir avec un talent. Et le talent, c'est effectivement une personnalité particulière qui a des besoins particuliers, qui s'exprime de façon particulière et qu'on ne peut donc pas gérer, administrer comme un collaborateur lambda. Et si l'organisation, s'il n'y a pas des dirigeants qui sont capables de s'associer, d'accompagner des talents avec leur singularité, alors mieux vaut ne pas recruter de talents. Et mieux vaut se limiter à recruter des collaborateurs, des collaboratrices dont on gérera les compétences. Ça, c'était le petit préalable parce que les talents, très justement, intéressant. s'expriment de façon différente, ont des besoins différents, ils ne peuvent pas rentrer dans les cases, ils ne peuvent pas respecter les règles. Et c'est un vrai sujet d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir une organisation qui ne peut fonctionner qu'avec des règles, mais recruter aussi des gens qui, de fait, ne vont pas respecter ces règles ou vont s'en affranchir ou vont fonctionner différemment. Donc c'est un vrai sujet, mais c'est pas un sujet qu'il faut gérer une fois qu'on est le nez dedans. Il faut l'anticiper au moment où on décide de peut-être on va recruter des talents. Et peut-être que le nombre de talents à recruter doit être extrêmement limité. Mhm. Maintenant, pour revenir à ta question sur la question de la liberté et la capacité d'expression et que les gens soient à l'aise pour pouvoir s'exprimer, je pense que ça relève vraiment de la confiance instaurée par le management. Et donc, on en revient à la question notamment de l'empathie, la première qualité du manager. La traduction de ce que je viens de dire, c'est euh, quand j'amène mon équipe à s'exprimer sur un sujet, déjà, je ne donne pas mon avis ou ma position en premier pour ne pas Eh oui. risquer d'orienter les échanges et ne pas risquer que la personne qui n'irait pas dans ma direction va plutôt avoir tendance à se taire ou alors plutôt avoir tendance à modifier sa position pour aller dans un sens qui pourrait me faire plaisir. Je pense qu'il faut demander l'avis à ses collaborateurs, mais quand on demande un avis à ses collaborateurs, c'est parce que leur avis vous intéresse vraiment. Et donc, il faut veiller à ce qu'il y ait vraiment une écoute active, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qu'il y ait vraiment une attention qui soit portée à l'avis des uns et des autres. Ça veut dire aussi qu'il faut faire respecter par l'ensemble de l'équipe cette écoute. Si chacun est sur son ordinateur ou son téléphone pendant qu'il y en a un qui s'exprime, c'est-à-dire que manifestement, on ne s'intéresse pas aux propos qui sont tenus. Donc, il faut montrer avoir une écoute active, il faut le demander à chacun pour essayer de comprendre, pour essayer de réagir, comme on l'a aussi dit un peu en avant dans notre échange. Il ne s'agit pas que chacun vienne déverser ce qu'il a à dire, mais qu'il participe à un véritable échange. Ça passe par l'écoute active. Pour montrer qu'on a été à l'écoute, il faut être capable aussi de faire une synthèse des avis. Donc, je fais la synthèse de tout ce que j'ai entendu. Ça prouve que j'ai été attentif, ça prouve que les avis comptent. Je peux aussi conclure cette synthèse en faisant ressortir ce qui me paraît être les avantages et les inconvénients des différents points qui peuvent s'affronter. Et puis au final, je rappelle que une fois que je dispose de tous les avis, de toutes les expertises des membres de mon équipe, je rappelle que au final, c'est ma responsabilité de décider. C'est moi qui dois assumer un choix. C'est moi qui dois trancher. C'est moi qui devrais ensuite assumer aussi ce choix. Et il est important de le rappeler parce que forcément, il y a 10 positions différentes, il y en aura une qui sera retenue et 9 qui ne le seront pas. Et expliquer aussi ce qui amène à aller dans une direction plutôt que dans une autre. C'est une façon de valoriser toutes les expressions
tout en rappelant qu'il y a une décision, il y a une fonction qui est d'assumer une décision. Cette décision, elle doit être prise et que, je le dis souvent en communication, mais c'est la même chose en management. On n'est pas dans la démocratie participative. On ne vote pas celle qui convient le mieux aux uns et aux autres. C'est celui qui est le décideur, celui qui doit s'engager. Rappel à ce qui a été dit en début de notre échange, ben, s'engager, c'est aussi être capable de prendre des décisions et de les assumer. Mais après avoir écouté, après avoir donné une parole qui a été réellement écoutée, après avoir pris en considération tous les avis, après en avoir fait la synthèse, et puis après en ayant pesé le pour et contre et en expliquant le choix de sa décision. Et toi, comment tu as fait dans ton parcours pour détecter justement les signaux faibles? Parce que des fois, il y a ce que le collaborateur peut exprimer ouvertement et des fois ce qu'il n'ose pas exprimer ou qu'il exprime à demi-mot, entre guillemets, si l'expression peut être juste. Euh, Comment toi, tu arrives à détecter cela et quelles clés tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent pour arriver à détecter ces signaux faibles en tant que manager? Mais je ne suis pas certain d'avoir été capable de détecter des signaux faibles. Ce dont je suis certain, c'est d'avoir essayé de créer le climat de confiance qui fait que chacun se sent libre de s'exprimer, ne se sent pas jugé, que chacun sache qu'il a le droit à l'erreur et qu'il mieux vaut dire une connerie que de ne rien dire, que l'erreur, ça permet à tout le monde d'apprendre de l'erreur, de s'enrichir et de grandir. Donc, je suis pas certain d'avoir été capable de détecter euh, de détecter des difficultés à s'exprimer. En revanche, j'ai veillé à faire en sorte que les gens puissent vraiment bien s'exprimer. Parfois aussi, certaines personnes ne vont pas oser exprimer un point de vue ou une position dans l'équipe, mais doivent pouvoir venir te le dire en aparté, ce qui est pas le meilleur des fonctionnements, mais c'est toujours mieux que de laisser la personne dans l'incapacité de s'exprimer. C'est plutôt à ça que j'ai veillé, c'est plutôt sur ce point que j'ai essayé d'être performant entre guillemets. Euh, Après, on sent si une position n'est pas vraiment sincère, n'est pas vraiment complète. Après, c'est une question humaine de perception. Et ce qu'il faut vraiment, c'est mettre le climat de confiance au sein de l'équipe, que l'équipe soit véritablement une équipe, pas une équipe de concurrents et de gens qui s'affrontent, mais une équipe de gens qui travaillent ensemble dans un objectif et un but commun. Et quand on parvient à ça, bah, on est très proche, si ce n'est du 100% garanti, mais on est très proche de la plus grande liberté d'expression des uns des autres. Alors justement, quand tu as impulsé peut-être des dynamiques de communication authentiques, de ce que, en tout cas, créer un contexte, comme tu viens de l'expliquer. Quels sont les effets et les impacts que tu as pu mesurer à moyen, long terme, en fait, de cette vision, cette dynamique? Alors, des impacts visibles et peut-être des choses un peu moins visibles. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme comme feedback? Alors, je suis pas certain de bien comprendre la question. Si tu veux bien me la reformuler. Il y a pas de souci. C'est quand tu as initié des démarches justement de communication authentique en créant des environnements propices à ça. De ce que tu viens de nous partager, avec le recul, qu'est-ce qu'il y a comme impact positif enfin, surtout, on va dire positif, de cette vision des choses en termes de communication? Bah, l'impact positif, c'est que tu as véritablement une équipe soudée qui travaille ensemble. On a souvent qualifié mes équipes de clans, peut-être parfois avec une forme d'ironie ou de moquerie. Moi, je le voyais vraiment plutôt comme un compliment parce qu'un clan, c'est un tout et donc c'est des personnes qui travaillent réellement ensemble, qui se comprennent, qui acceptent leurs divergences, qui peuvent se bagarrer intellectuellement pendant une réunion, mais et ensuite aller déjeuner ensemble et rigoler ensemble parce qu'il y a une grande complicité intellectuelle et que c'est pas parce que leur expertise professionnelle peut à un moment s'opposer que ça va créer des tensions parce que chacun respecte les uns les autres, parce que chacun sait écouter, chacun a écouté les arguments. Certains ont amené d'autres à penser différemment, où les positions ont évolué les unes vis-à-vis des autres. Et c'est vraiment ça l'observation et le résultat de cette façon de voir comment manager une équipe. C'est à quel point elle est soudée, à quel point elle est intellectuellement complice.
Et en termes d'impact de l'organisation systémique, est-ce que tu as vu, par exemple, souvent on parle dans les indicateurs RH, une baisse du désengagement quand ça va pas, mais à l'inverse, quand on est dans cette dynamique, est-ce que tu as vu des indicateurs RH évoluer? C'est-à-dire euh, un meilleur engagement, une diminution des arrêts de travail, de l'absence, est-ce que ça a irradié en fait l'ensemble de l'organisation, cette vision-là? Alors, il m'est assez difficile de répondre à ta question euh, pour une raison très simple, c'est que je n'ai quasiment jamais eu à compter, à enregistrer d'arrêt de travail, d'arrêt maladie, si ce n'est quand des gens ont un accident, une Oui, jambe d'accord. cassée ou une opération qui doit intervenir, une opération chirurgicale qui doit intervenir. Donc, j'ai pas eu la possibilité de noter des évolutions parce que j'ai toujours eu des équipes qui étaient hyper engagées, à commencer par la période Covid, Eh euh, oui, où les gens ne voulaient pas faire du télétravail, avaient envie d'être ensemble dans l'équipe, de venir sur le lieu professionnel. Donc, il y a forcément eu des exceptions à quelques occasions, mais pas de quoi créer des temps et de pouvoir mesurer ou mm, regarder l'évolution de ces temps-là. J'ai vraiment eu la chance. Alors, on parlait de clan, peut-être que c'est lié à ça. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des équipes toujours hyper motivées et solides. Je peux l'illustrer d'un exemple. Exemple dans une entreprise qui était une entreprise cotée en bourse. Dans les entreprises cotées en bourse, il y a des obligations de communication et de transparence réglementaires qui sont fortes. Et il se trouve qu'un week-end, alors que nous avions programmé d'annoncer une acquisition en Chine, en milieu de semaine suivante, il se trouve que pendant le week-end, des avocats dans un restaurant à Shanghai ont parlé du sujet et que l'information a fuité. Ce qui voulait dire que cette communication boursière qui était prévue de mémoire le mardi ou le mercredi avant bourse, eh bien devait se faire avant l'ouverture de la bourse le lundi matin. Cette communication, elle avait été en partie préparée, mais elle n'était pas finalisée. Et il a fallu, entre midi et 14 heures, que je convoque toutes mes équipes pour venir faire le boulot le dimanche après-midi au siège du groupe. Le boulot, c'était finaliser le communiqué de presse, envoyer le communiqué de presse le lundi matin avant bourse, organiser une session avec les analystes, mettre à jour les informations sur le site web, préparer la communication interne pour que l'interne la mm. prenne par l'entreprise et non pas par l'extérieur. Donc, ça mobilisait à peu près tout le monde dans mes équipes, certainement je l'ai plus en mémoire, mais de créer quelques illustrations ou graphismes. Donc ça mobilisait vraiment tout le monde. Et à 14 heures, j'avais toute mon équipe qui était au siège de l'entreprise et tout le monde a travaillé toute l'après-midi. Et le soir, je me suis dit, bah mince, il n'y en a pas un seul qui a gueulé. Il n'y en a pas un seul qui a dit, mais quel est le con qui a lâché l'information et qui, du coup, nous a obligés de venir bosser. Personne, tout le monde est venu en grande conscience, en grand professionnalisme faire son boulot et il n'y a pas eu la moindre émotion négative ou le moindre râle parce que certains étaient avec leurs enfants, d'autres étaient avec leurs parents, d'autres faisaient du sport et tout le monde a dû abandonner son activité du dimanche pour venir travailler. Et je me suis dit, bah, chapeau, j'ai quand même une équipe, j'ai quand même une équipe dingue, une équipe formidable. Voilà, j'étais très fier de mon équipe ce jour-là. Mais c'était aussi, sans que ce soit ce à quoi j'ai pensé, c'était aussi le fruit de mon management, quoi. C'est ça. Et aussi la notion de plaisir finalement, parce que quand on prend Exactement, du sens et du plaisir au travail, quelque part, ça engage. Mm. exactement. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai une collaboratrice qui a eu un appel d'un de ses anciens patrons un jour. C'était le retour des vacances, des grandes vacances d'été, et un appel d'un ancien patron qui essaye de la débaucher et qui lui demande oh, bah, comment ça va dans ton boulot et tout ça. Elle lui dit oh, bah, ça va super. Ah, bah, tu dois être super triste d'être rentré de vacances et tout ça. Et elle était, on travaillait en open space, et donc j'entendais la conversation sans qu'elle sache que je portais Mhm. une oreille attentive à ce qu'elle disait. Et elle disait, ah ben non, moi je suis pas du tout triste de rentrer en vacances, je suis super content de retrouver l'équipe, de retrouver mon boulot et ça. Et la personne en face s'est trouvée assez démunie de venir lui faire une proposition en voyant l'enthousiasme et la motivation qu'elle avait et dans son travail et dans le fait de revenir dans son travail après les vacances d'été. Je me disais, bah, c'est vraiment, c'est chouette d'avoir une collaboratrice, des collaborateurs, des collaboratrices comme ça, quoi.
Alors justement, quand tu as des dirigeants, parce que tu accompagnes des dirigeants justement ils viennent te solliciter peut-être sur ces aspects-là, sur comment on amène une communication peut-être plus juste, peut-être plus authentique, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais euh, qu'est-ce que tu identifies pour toi comme freins les plus courants auprès des dirigeants euh, qui veulent y aller, mais ils se rendent compte de tout ce que ça implique en fait quelque part. Ben, la peur des dirigeants, c'est souvent la peur de ne pas tout contrôler. Euh, Mhm, En fait, chacun j'allais dire, une âme de petit dictateur ou une petite âme de dictateur dans sa propre organisation. Pas dans le sens autoritaire du terme, mais dans le mhm, sens où ils aimeraient tout contrôler pour que tout soit parfait. Mais la vraie vie, c'est juste un peu plus compliqué que ça. Donc, pour qu'une organisation communique juste et pas seulement bien, même si la question elle est très générale, pour mhm. pouvoir s'appliquer avec certitude, ça change encore une fois du contexte, des secteurs, des personnes. Euh, et je n'ai pas la prétention d'être capable de répondre catégoriquement à cette question, mais pour qu'une communication soit juste du point de vue de l'émetteur, assurément, il faut déjà qu'elle réponde à une intention. Euh, Mhm. et l'intention, c'est pourquoi. C'est une question que beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ou dont la communication n'est pas le métier, ne se posent jamais cette question de l'intention. C'est pourquoi je communique. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Mhm. Mais s'il n'y a pas de pourquoi, il ne va pas y avoir de bonne communication. Et pour que la communication elle soit juste au niveau du récepteur, il faut qu'elle réponde à un besoin. Si ça ne répond à rien, ben, je n'aurai aucun impact sur toi. Il faut que la compréhension, on l'a évoqué tout à l'heure, elle soit cohérente avec l'intention. C'est-à-dire, il faut que la perception corresponde à ton intention de communication. Et nécessairement, je pense qu'il faut qu'elle soit honnête. La communication, c'est pas fait pour maquiller, c'est pas fait pour transformer, c'est pas fait pour faire croire. Je dis toujours qu'en communication, il faut jamais mentir, même si on n'est pas obligé de tout dire. La communication, c'est pas de la magie, c'est pas de l'illusion, c'est pas faire croire que ce qui est moche est beau, que le service de mauvaise qualité est un bon service. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'honnêteté, beaucoup Alors justement, d'honnêteté et de transparence. ça fait le lien justement avec la communication de crise et notamment cette notion de transparence. Elle est importante dans une gestion de communication de crise. Euh, comment tu appréhendes la chose, toi, dans la communication de crise? Est-ce que on essaye de camoufler certaines choses ou pas tout dire, ou plutôt on est transparent, mais on se met dans une dynamique en fait où on essaye d'évoluer. Euh, quelle est ta position justement ça dépend des contextes, je suis d'accord avec toi, Oui, mais encore une encore une fois. fois et toujours, mais ça pourrait être le préambule à toutes mes réponses. Tout dépend Hmm. toujours des contextes, des situations, de l'époque, du moment, des dirigeants, du Mais c'est sujet, vrai. de Hmm. la gravité mais assurément, la question de l'honnêteté et d'une certaine forme de transparence est absolument clé. On ne peut pas se permettre de mentir aujourd'hui. On est forcément rattrapé par la vérité à un moment ou à un autre, et le mensonge va venir aggraver la crise, il va venir l'alimenter. Donc, mentir n'est pas une option. On ne peut pas mentir. En revanche, on n'est pas obligé de tout dire. Mhm. C'est ce qui fait aussi la nuance entre le travail du journaliste et le travail du communicant. Le journaliste, il donne tous les éléments pour permettre une compréhension d'un sujet. Le communicant, lui, il attire l'attention, il porte la lumière sur une partie du sujet, ce qui veut dire qu'il laisse volontairement dans l'ombre une autre partie, soit parce qu'elle est accessoire, soit parce qu'elle n'est pas indispensable, soit parce qu'il préférerait qu'on ne s'en occupe pas. Mais mentir n'est pas une option. On est forcément rattrapé avec la technologie, avec les réseaux sociaux, avec la capacité des uns des autres à trouver des informations. Et il n'y a rien de pire que le mensonge pour gérer une communication de crise. On peut mentir par omission. Encore faut-il que l'omission ne soit pas une façon de mentir, ce qui reviendrait au mensonge. Donc, voilà. Je ne joue pas sur les mots. Parfois, on me dit, ah oui, mais vous jouez sur les mots quand vous dites, il ne faut pas mentir, mais on n'est pas obligé de tout dire. Non, non, je ne joue pas sur les mots. Le mensonge par omission, c'est donc un mensonge. Mais voilà, le job du communicant, c'est d'essayer d'attirer l'attention sur des choses utiles, efficaces, plutôt positives. Ça ne veut pas dire ne pas reconnaître une faute, ça ne veut pas dire ne pas reconnaître sa responsabilité, mais ça veut dire essayer d'attirer l'attention et d'emmener l'attention sur d'autres sujets que sur les parties les plus négatives. Ça veut quand même dire, par exemple, que quand dans une crise, il peut y avoir des victimes,
on ne peut pas se priver du temps, de l'émotion et de l'empathie par rapport à ses victimes. On ne peut pas venir communiquer en disant froidement, l'entreprise n'est pas responsable, l'entreprise avait pris des dispositions de sécurité, l'entreprise n'y est pour rien. Non, non, là, on passe pour des salauds si on fait ça. Donc, Mm. mieux vaut passer pour vaut mieux prendre une partie de culpabilité, même si on n'est pas responsable, plutôt que de passer pour des salauds. Donc, on s'intéresse d'abord aux victimes, on s'intéresse aux proches, aux familles, aux collègues qui peuvent être eux-mêmes atteints indirectement par la situation. Puis après viendra le temps des responsabilités, le temps juridique qui est un temps beaucoup plus long. Mais le temps de l'émotion, c'est le premier temps. Il ne faut pas oublier ou passer outre ce temps, parce que sinon, comme je disais, on va passer pour des salauds, et mieux vaut passer pour des coupables que pour des salauds. Du coup, ça nécessite, comme on fait une entreprise on fait du marketing au client pour comprendre les manières de fonctionner un client. Euh, Quand on est dans un impact sociétal, le rôle d'une entreprise par rapport à l'impact sur la société, on fait la même démarche quand on est communicant, justement. On étudie un petit peu la sociologie euh, de l'externe pour mieux adapter le message en fonction de la sociologie, que ce soit un contexte socio-culturel particulier. Ah ben, quoi qu'il en soit, on adapte toujours un message à sa cible. Et d'où la nécessaire qualité d'empathie, d'écoute et d'observation. Je ne peux pas bien communiquer si je ne sais pas vers qui va ma communication. Je ne communique pas pour moi, je ne communique pas par rapport à mes codes, je ne communique pas pour me faire plaisir, je communique par rapport à une cible qui a sa propre façon de comprendre, d'entendre, qui a son propre niveau de connaissance, son propre niveau intellectuel, son propre niveau émotionnel, qui dépend souvent d'ailleurs des circonstances. Donc c'est toujours dans l'empathie et la connaissance de sa cible qu'on communique. Y compris pour des collaborateurs. Absolument. D'où parfois, d'ailleurs, l'erreur entre l'intention et la perception, une interprétation qui va être différente parce qu'on a une très bonne intention, on utilise les très bons mots de la très bonne façon, mais on a oublié le contexte ou la façon dont la cible va recevoir l'information. Et parfois, c'est ce qui crée un gap et un décalage qui fait que l'impact de la communication est négatif au lieu d'être positif. Ok. Alors, tu as reçu pas loin enfin même plus de 20 distinctions. Donc aujourd'hui, t'as un rôle d'influenceur reconnu dans ton domaine. Alors, dans tout ça, tu as commencé à y répondre tout à l'heure, mais comment tu utilises cette visibilité pour défendre les métiers RH et communication, et même est-ce que tu vas aller encore plus loin dans tes engagements en utilisant ce rôle d'influenceur en fait? Alors déjà, je n'ai jamais cherché à avoir cette dite Oui. influence. Euh, et, et, et quand je parle d'influence à des étudiants, d'ailleurs, je rappelle que l'influence, c'est quelque chose de très relatif, hein. On n'est jamais influent auprès de tout le monde sur tous les sujets tout le temps, donc c'est quelque chose de très, très relatif. On est influent sur un sujet auprès d'une communauté, et parfois petite, parfois grande, et souvent sur un temps assez limité. Euh, et je n'ai pas non plus cherché à l'utiliser. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu de stratégie en me disant, ah bah tiens, je vais faire ça pour être influent, et puis maintenant que je suis influent, ça va me servir à faire ça. Mhm. Reste que je suis bien conscient de la notoriété qui a été acquise par ma visibilité, par mon expression publique, par mes livres. Et bah, moi, je m'en sers. Je m'en sers pour essayer de toujours mieux valoriser les métiers de la communication, toujours trop mal considérés. Euh, qui parfois métiers qui sont aussi dont l'image est abîmée par des gens qui exercent nos métiers mais qui n'en sont pas issus ou qui le font mal. Donc Mhm. c'est aussi parfois compliqué parce que ça vient ruiner beaucoup d'efforts, mais rappeler pourquoi la communication est un métier, ce qu'est la communication, la nécessité d'avoir de la vision, de comprendre des enjeux, de comprendre des technologies. Donc voilà, cette importance de promouvoir les métiers de la communication. Sujet qui me passionne aussi et qui va un peu de pair, mais qui est annexe, c'est celle du management. Et c'est peut-être lié au fait qu'un site qui s'appelle Focus RH m'a demandé il y a une quinzaine d'années si j'acceptais de leur produire une tribune mensuelle sur le management. Ce à quoi je leur avais répondu, bah, je sais pas du tout, le management, les RH, c'est pas du tout ma compétence, donc je me sens pas du tout légitime pour vous produire une tribune sur le management. Et il m'a dit, ah oui, mais justement, à côté des experts du sujet, des juristes, on aimerait avoir des gens qui partagent leur expérience de manager au quotidien. Alors j'aurais dit, bah banco, on va essayer, on va voir si je suis capable de vous produire quelque chose tous les mois. Puis ça dure depuis, je te dis, une quinzaine d'années.
Ça a produit 2 livres et demi, un livre qui est en coécriture et puis 2 autres que j'ai produits directement. Le goût des autres et l'élégance n'est pas une option. Euh, et voilà, ça me permet de... Donc cette visibilité, cette exposition me permet aussi de partager mon expérience de manager et comme je l'ai évoqué en introduction, bah, éventuellement aussi de défendre d'autres sujets ou d'autres causes qui me tiennent à cœur. Euh, ça va, euh, Ça va de la lutte contre le paludisme, qui est quand même une maladie qui tue énormément alors qu'elle est parfaitement évitable, aux questions de lutte contre les discriminations, de toutes les discriminations. D'ailleurs, j'insiste toujours sur le fait que quand on lutte contre les discriminations, il faut lutter contre toutes, pas seulement celles qui nous dérangent, ou en laissant de côté celles qui nous arrangent. Voilà, le principe même de la discrimination, c'est une injustice. Donc l'injustice, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de hiérarchie. Quand on lutte contre les discriminations, on lutte contre toutes les discriminations. Ça fait partie voilà, des combats où j'utilise ma visibilité pour m'engager sur ces sujets-là. Et comment justement tu y luttes à ton niveau, justement, Bah, sur ces discriminations? Quelle est ton approche? De différentes façons, alors pas forcément de façon très stratégique ni coordonnée, mais en prenant la parole sur des sujets, notamment à travers mes tribunes, en soutenant des associations, des organisations. Sur la lutte contre le paludisme, par exemple, je soutiens une organisation qui s'appelle Team Zéro Palu, Mhm. une organisation qui appelle beaucoup de gens qui ont une notoriété publique à venir qui convoque ces personnes-là pour partager des messages de prévention auprès de populations qui ont du mal à comprendre qu'il est simple d'échapper au paludisme si on a quelques gestes très simples. Le paludisme, à 95%, ça concerne l'Afrique, ça concerne en partie le nord de l'Amérique latine, mais c'est essentiellement en Afrique. Ça tue des enfants de moins de 5 ans. Et souvent, le premier réflexe, quand dans une famille, un enfant a de la fièvre, c'est de l'emmener à l'église plutôt que de l'emmener chez le médecin parce qu'on pense que c'est un mauvais sort qui est jeté contre l'enfant. Donc, c'est des messages très simples qu'il faut Mhm. véhiculer en disant, vous pourrez aller à l'église ensuite, mais allez d'abord chez le médecin. Eh Allez oui. d'abord le faire détecter, allez voir si la fièvre, elle est liée à une maladie simple ou est-ce qu'elle est liée au paludisme. Parce que le paludisme ou la malaria, c'est la même maladie, c'est juste deux langues différentes. Aujourd'hui, ça se détecte et ça se soigne. Alors, il n'y a pas encore suffisamment de vaccins pour prévenir toutes les populations, mais en revanche, il y a de quoi soigner, il y a de quoi détecter et il y a de quoi soigner à peu près toutes les populations partout dans le monde. Donc, c'est dingue de se dire qu'on puisse laisser un enfant mourir de paludisme alors qu'on aurait pu l'éviter. On n'est pas à du 100%, mais on en est quand même très proche. Donc, il y a des messages de prévention très, 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 très simples à avoir. Et faut-il qu'il y ait des voix qui les portent? Faut-il qu'il y ait Mhm. des voix qui les portent et qui atteignent les cibles? Faut-il qu'il y ait des voix dans toutes les langues? Parce qu'il y a aussi beaucoup de dialectes ou de langues locales. Et il faut aussi que ça soit porté par des gens qui inspirent confiance et qui fassent qu'on va avoir envie de suivre le message qu'ils portent, plutôt qu'un message peut-être trop académique ou institutionnel Oui. qui peut-être passera et ne sera pas retenu. Voilà le type d'engagement et la façon dont il est possible de le faire. Ça passe aussi par le fait j'ai la chance d'avoir une très grosse communauté africaine sur les réseaux sociaux et je suis donc amené régulièrement à aller sur ce continent pour y faire des conférences, pour y dédicacer des livres. Et j'essaye de profiter aussi de chacun de ces passages. Les médias sont très importants et très influents sur le continent africain. Je parle pour ce qui me concerne de l'Afrique francophone, je le précise, Mhm. je profite aussi toujours de ces passages pour rappeler mes engagements, pour rappeler et faire passer des messages un peu clés. Ça permet aussi de se sentir utile, parce que voilà, Oui. valoriser les métiers de la communication, c'est bien professionnellement. Se dire que peut-être qu'on va permettre à un enfant d'échapper au pire, à une famille d'échapper au pire, parce qu'on a réussi à passer un message de prévention. Tu te dis que ton métier a beaucoup plus de sens que ce à quoi tu pouvais penser quand tu as commencé à l'exercer. Et est-ce que t'interviens auprès des jeunes générations, des étudiants, dans des différents cursus scolaires, même dans d'autres pays, justement, dans tout type de structure d'éducation? Est-ce que tu interviens et pourquoi tu le fais? Alors, j'ai beaucoup enseigné, beaucoup enseigné, c'est relatif. J'ai enseigné pendant de nombreuses années, notamment en France,
à l'Institut supérieur des médias, l'ISCP à Paris, à l'ISCOM, à Sub de Pub, à Sciences Po, Paris, peut-être que j'en oublie, à Paris Sud. Donc, je suis beaucoup intervenu en dirigeant des modules, ce que j'ai arrêté de faire aujourd'hui parce que c'est assez chronophage. En revanche, je garde le principe de faire des interventions ponctuelles, que ce soit dans ces établissements ou à l'étranger. C'est vrai en Guinée, c'est vrai au Gabon. J'ai d'ailleurs des choses qui se préparent aussi au Maroc. Je l'ai fait en Tunisie il n'y a pas longtemps. Euh, où je le fais pas forcément auprès d'étudiants, mais aussi auprès de professionnels. J'étais à Lubumbashi il y a 2 mois auprès de 820 journalistes. Même chose pour parler de l'éthique du journalisme et de la différence entre communication et journalisme, ce qui est un vrai sujet en Afrique. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est une vraie problématique locale pour des raisons de business model de la presse. Mhm. Donc je le fais volontiers, mais je le fais plus de façon permanente et en tenant un cours, mais plutôt en faisant des interventions ponctuelles, parce que je suis toujours dans cette démarche de partage, de transmission, parce que j'aime aussi me nourrir des réactions, des questions, des contradictions qui peuvent m'être portées. Donc voilà, c'est hyper enrichissant de partager et d'apprendre aussi de ceux avec lesquels tu partages. C'est très intéressant tout ça. Et justement, auprès des dirigeants et qui nous écoutent, ou enfin le public qui nous écoute, qui sont inspirés justement par tes paroles et qui ont envie euh, d'aller dans cette dynamique, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour passer à l'étape d'après, c'est-à-dire je me mets dans cette dynamique et pour leur donner envie d'y aller et quelques clés à partager, Pour avoir envie d'aller où? d'aller dans cette transformation et d'amener cette communication beaucoup plus authentique dans leurs organisations. Ah, alors, les quelques conseils que je peux donner à ce niveau-là auprès de dirigeants, c'est déjà de prendre conscience que la communication, d'abord c'est une fonction stratégique, c'est pas un service support. La communication, c'est fait pour produire de l'intelligence, c'est pas fait pour fabriquer des outils, et qu'ils ont donc besoin de s'entourer de professionnels pour ça. Je l'ai répété Mhm. plusieurs fois, là, en communication comme ailleurs, les compétences ne tombent pas du ciel, donc il faut s'entourer et recruter des professionnels. Il faut leur faire confiance. Quand tu recrutes, le bon manager, c'est celui qui va recruter des gens qui sont plus compétents que lui, euh, chacun dans son propre domaine. Le manager, il est là pour coordonner, il est là pour donner une feuille de route, il est là pour donner de la vision et des objectifs à atteindre. Il n'est pas là pour expliquer à chacun comment mieux faire le travail que chacun sait parfaitement faire. Et donc, à partir du moment, je pense que le grand préalable, c'est ça, de recruter des professionnels, de faire confiance à ces professionnels, et c'est aussi de faire respecter cette fonction auprès des autres fonctions de l'entreprise. La communication, c'est pas le sujet qu'on aborde 5 minutes en fin de COMEX ou en fin de Mhm. CODIR et sur lequel chacun va se défouler avant d'aller déjeuner. Donc, il faut faire respecter son service communication par ses autres services, de la même façon qu'on va respecter une direction des finances ou une direction juridique. Ou alors, quand surviendra une crise majeure dans l'entreprise, on acceptera de considérer que la communication va la traiter avec légèreté et amusement, mais je ne crois pas que ce soit ce que l'on attend d'elle. Donc, il faut respecter la communication. Mais je pense que c'est le meilleur service que puisse rendre un dirigeant pour sa propre communication, c'est de faire confiance à des professionnels et de les faire respecter au sein de l'organisation quand il y a risque qu'ils ne le soient pas au même titre que les autres, parce que chacun considère qu'il peut donner son avis, qu'il peut exprimer ses goûts sur les couleurs, sur les mots, sur une affiche, sur une campagne. Non, c'est à chacun son métier et à chacun de servir l'entreprise avec sa vision stratégique de la responsabilité qu'il a apportée. Alors, comme on arrive vers, on a avancé dans l'émission, est-ce que tu as des perspectives d'évolution? Est-ce que tu as des projets qui te tiennent à cœur, que tu aimerais mener dès à présent ou dans le futur, que tu aimerais nous partager, ou c'est peut-être confidentiel après, donc, mais est-ce que tu as des souhaits pour toi que tu veux nous partager? Non, j'ai aucun Non. souhait particulier. Tant que je me sentirai utile, Mhm. je continuerai à partager et à accompagner les gens qui demandent que je les accompagne.
Je viens de sortir mon 9e livre, le 5e Oui. sur la communication. Bah, même chose, tant que mes livres rencontreront un certain succès. Il est écrit sur les livres qui sont lus dans plus de 25 pays. Alors, je trouvais que ça faisait beaucoup. Je suis allé vérifier comment on arrivait à 25, mais je suis déjà arrivé à 33 très rapidement. Donc voilà, tant que j'ai le sentiment d'être utile, bah, je continue ce que je fais. Mhm. Je m'ouvre aux différents projets qui peuvent m'être apportés, mais j'ai pas de projet particulier ou en construction au-delà de ce goût et cette envie de transmettre et de partager. Et puis d'accompagner des jeunes communicants à être les leaders de la communication de demain. Ça, je trouve ça fabuleux. Ce que j'adore, ce que je trouve particulièrement jouissif, c'est quand je vois le nombre de mes anciens collaborateurs, en remontant jusqu'à mes anciens stagiaires qui aujourd'hui sont directeurs adjoints ou directeurs de com, directrices de com. Je me dis, bah, j'ai l'impression d'être un grand-père qui a plein de petits-enfants qui ont bien réussi dans leur vie professionnelle. Je trouve ça très jouissif de voir le parcours de tous ces anciens collaborateurs et anciennes collaboratrices voilà, qui ont des beaux parcours, qui occupent des fonctions top. Ce que je trouve aussi génial, ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'être arrêté dans le métro et un jeune homme qui me court derrière et qui me dit: «Ah, vous êtes monsieur Fougeras, vous êtes monsieur Fougeras?» Je fais: «Oui, oui». Il me dit: «Ah, ben, je voulais vous remercier parce que j'avais commencé des études de droit, puis j'ai lu un de vos bouquins et puis ça m'a donné envie de faire de la com et je suis hyper heureux à faire de la communication». Bah, ça, on peut pas l'imaginer, hein, on peut pas l'anticiper, on peut pas le calculer, mais quand ça vous tombe dessus, c'est une magnifique reconnaissance. En tout cas, moi, ça me donne envie de continuer comme je le fais aujourd'hui. Ben, c'est une belle perspective. Et puis voilà, ça donne envie. Moi, en t'écoutant, en fait, ça donne envie. Alors, je fais à mon niveau de la communication, mais ça donne envie parce qu'on sent qu'il y a vraiment une éthique, des valeurs humaines partagées dans ce métier. Et voilà, je te remercie pour ce partage. C'était vraiment plaisant. Bah, merci Johan. Comme tu le dis, je pense que ici il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que nous sommes des humains et qu'on s'adresse à des humains. Mhm. Donc ne pas oublier cette dimension humaine des choses, c'est quand même la seule façon de rester à, à vivre et à être heureux en collectif. Et c'est peut-être quelque chose qui s'oublie un peu ou qui a tendance à s'oublier. Donc n'oublions pas que nous sommes des humains et qu'on s'adresse à des humains. Mais sur ces belles paroles de la fin, je te remercie infiniment, Frédéric, d'être venu dans l'émission. C'était passionnant. Et, Merci Johan, c'était top d'échanger. et je J'espère suis que ce sûr. sera intéressant et utile pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, j'en suis certain. Et puis merci aussi pour cette singularité. On a la chance dans cette émission, et j'ai la chance à chaque fois de faire des super rencontres par rapport à des visions différentes, avec une richesse. On parlait d'inclusion, de diversité, mais ça, c'est ce que j'aime partager dans l'émission, c'est donner la parole à d'autres visions, d'autres approches. Et merci en tout cas pour ton passage. Et puis, je donne rendez-vous aux auditeurs pour de nouveaux interviews, de nouveaux échanges, de nouvelles émissions, de nouveaux horizons aussi. Et donc, merci encore. Et tu reviens quand tu veux, Frédéric. Bah, merci de m'avoir proposé d'être ton invité et à bientôt sur les réseaux pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.